Bonjour tout le monde. Voilà, je vais surtout pas perdre de temps, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et donc du coup je vais zapper mon introduction, ce sera toujours ça de gagner. L'alcool au bagne de Nouvelle-Calédonie, données archéologiques, je l'ai mis en premier, témoignage officiel et récit de débrouille. Je reviendrai sur ce terme un petit peu plus tard. Alors, les données archéologiques concernant l'alcool, eh bien, elles proviennent, alors dans le cadre de cette présentation, de fouilles qui ont été menées sur les différents sites d'implantation de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. Et le premier endroit, c'est la boulangerie, l'arrière de la boulangerie du pénitencier de dépôt de l'île Nou, que vous voyez ici, donc l'actuel site historique de l'île Nou. Vous avez aujourd'hui donc un centre d'interprétation et un petit musée. Donc dans ce vaste dispositif qui est celui de la paix en Nouvelle-Calédonie, l'île Nou donc occupe une place centrale. C'est là qu'on trouve le camp Est, l'hôpital du Marais, la ferme Nord et bien sûr donc le plus important dispositif, c'est le pénitencier de dépôt. Il est organisé autour de ce qu'on appelle le camp central, qui sont là où toutes les cases des condamnés où ils dorment la nuit sont organisées. Et puis vous avez aussi donc un espace qui comporte des logements pour le personnel de surveillance, la garnison militaire, les agents civils, le médecin, le directeur du camp, etc., etc. Et il s'y trouve donc également, bien sûr, des magasins, c'est-à-dire des zones de stockage ou de magasinage, des bureaux, des cuisines, une école, des ateliers, une forge, un quartier cellulaire aussi pour les condamnés qui sont punis, et donc même une prison pour les surveillants, et en particulier pour les surveillants reconnus, pris en état d'ivresse, ou en tout cas punis pour ivrognerie. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc juste à l'arrière de cette maison du commandant du camp que vous avez ici à l'arrière-plan, se trouve donc la boulangerie, un édifice construit en 1868 qui s'est vu doté rapidement de bâtiments annexes, donc un logement pour les magasiniers, donc le personnel de l'AP qui est affecté à la boulangerie, une maison pour les agents civils, une cuisine donc dont les sous-bassements ont été retrouvés et les sols anciens ont été retrouvés lors d'une opération d'archéologie préventive en février-avril 2013. En 2015 a eu lieu une fouille donc pour le coup très partielle, très ponctuelle, mais elle a été accompagnée d'un long inventaire que j'ai mené sur un gros corpus archéologique provenant de fouilles antérieures, des fouilles plus anciennes menées par le personnel du fort de Terimba, donc des fouilles peut-être moins professionnelles, sans enregistrement systématique, mais en tout cas avec beaucoup de mobilier archéologique. Il a fallu trier et inventorier. Donc c'est Terimba, c'est ce site qui est situé donc à 120 km de Nouméa à peu près, et qui a abrité dès 1871 un établissement pénitentiaire de l'intérieur prévu pour accueillir les condamnés éprouvés, c'est-à-dire des condamnés qui sont potentiellement libérables pour les former à la vie agricole de la brousse dans cette espèce de perspective de réhabilitation par la paysannerie qui est la politique de colonisation pénale voulue par l'État. Alors Terimba s'est organisé autour d'un blocos central que vous voyez en bas, qui est réservé aux militaires, avec une tour de guet, un mess des sous-officiers, etc. Vous trouvez également donc un chemin de ronde, un quartier cellulaire, etc. Et puis l'établissement compte donc une école, un bureau de poste, des ateliers, une grande boulangerie que vous voyez ici en bas, une darse. Et en périphérie de cet ensemble, non loin de cette darse ou du bord de mer, vous voyez ici en jaune donc cette zone qu'on appelle l'auberge. Alors elle est placée légèrement en périphérie du site actuel de Terimba. Elle n'est pas sur le terrain actuel qui appartient au fort, c'est-à-dire qui appartient à l'association Marguerite. Elle se situe en fait sur le terrain limitrophe, mais autrefois, bien sûr, tout ça, ça correspondait à un seul terrain, et elle accueillait donc les militaires, le personnel de la paix en visite, éventuellement le personnel de la paix en fonction à Terimba, affecté à Terimba, et puis éventuellement, bien sûr, des colons et des libérés de la région. Donc là, on sort de la consommation au bagne stricto sensu, puisque avec ce qui a été retrouvé à Terimba, se greffe aussi la consommation régulière, finalement, quelque part d'un établissement de brousse. Mais en tout cas, c'est suffisamment proche de la pénitentiaire pour que je l'inclue à cette présentation. Alors, sur ces deux sites, eh bien, on retrouve des bouteilles, bien sûr. Alors, le plus souvent sous la forme de fragments de verre. Donc, on a fait des remontages. On s'est beaucoup amusé. Vous avez vu la bouteille de Pernod en bas qui est toute remontée et recollée à la superglue. Ça, c'est mon œuvre. C'est mon legs, finalement, à la connaissance. Donc, elles sont en verre foncé, souvent, ces bouteilles. Elles servaient donc à contenir de l'alcool, puisque la coloration verte, elle est liée justement à la volonté de la conservation du contenu, ça limite les UV, et c'est pour ça que les bouteilles de vin sont souvent, en particulier du vin rouge, sont souvent vertes. Et donc elles ont également un cul de bouteille, c'est peut-être la bouteille est peut-être le seul objet où on peut dire qu'il a un cul creux, ce qui facilite donc le transport. Et donc il existe à l'époque en France, comme vous le voyez ici dans le catalogue des verreries du Lyonnais, beaucoup de bouteilles qui finalement ont des fonds plats. Mais
ici, il y a une présélection quelque part pour les alcools destinés aux colonies de bouteilles en verre foncé et avec des fonds piqués pour peut-être des questions de conservation, de transport, peut-être aussi du type d'alcool qui est contenu à l'intérieur, qui du coup et peut-être correspond sans doute aux commandes que vous a montré ou aux marchandises que vous a montré Franck Juanes tout à l'heure. Alors, de nombreux goulots et culs de bouteilles proviennent de flacons qui sont des types absinthe, avec donc qui sont reconnaissables aux goulots particuliers. Donc vous avez ici des exemples dans la partie en bas à gauche. Et puis donc c'est également donc reconnaissable avec les seaux en verre que vous voyez ici, qui sont accolés dans la partie supérieure des bouteilles et qui portent l'estampille de la maison Pernod-Fils, bien sûr, immense maison qui alors est en France donc la première productrice d'absinthe, maison un peu légendaire, hein, d'où sont issus donc tous les proverbes qui disent que le Pernod rend fou, et par extension ensuite les dérivés du Pernod que sont le pastis, etc. Vous avez peut-être entendu ces superstitions vous-même, chez vos parents, grands-parents, etc. Au passage, pour la petite anecdote, on a aussi retrouvé un flacon avec un col empoulé que vous voyez ici à droite et qui en fait est un flacon d'absinthe cusonnier et qu'on retrouve sur cette magnifique photographie au 164 FI des archives de la Nouvelle-Calédonie avec ces bâtiments qui n'existent plus, qui sont là où se trouve aujourd'hui l'Institut d'émission d'Outre-mer, l'IEOM, rue de la République, et qui sont donc les anciens logements des sous-officiers de l'administration pénitentiaire, magnifique bâtisse. Et devant, vous avez donc ce surveillant qui discute avec un libéré qu'on reconnaît à sa longue barbe, juste à côté d'une magnifique affiche pour l'absinthe cusonnier, dont en plus vous avez l'image de la bouteille avec le même col. Donc aussi, alors chose assez rigolote, sur le site de l'auberge de Terrain-Bas, on a mis au jour des fragments de céramique, alors patiemment remontés, etc. Et en fait, en réalité, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une gargoulette, c'est-à-dire ce récipient en terre cuite, légèrement poreux, qui permet de conserver l'eau plus fraîche qu'elle n'est en fait à température ambiante. Il n'y a pas de frigidaire hein, autrefois, et donc c'est un accessoire indispensable à la préparation de l'absinthe. Voilà, lisez le récit de la cérémonie de l'absinthe dans Le Temps des secrets de Marcel Pagnol. Il parle justement de cette gargoulette. Et donc un exemple très proche est visible ici sur cette photographie que Gwenaël a utilisée tout à l'heure, avec donc la gargoulette, avec bien sûr le bol avec les carrés de sucre, avec la bouteille de Pernod, les verres, etc. Vous avez aussi la bouteille de Pernod en bas, avec un bocal à carrés de sucre également chez dans un autre local de la surveillance à l'île Nou. Vous reconnaissez d'ailleurs le même personnage avec ses moustaches extrêmement longues. D'un côté il est de trois quarts d'eau et de l'autre côté il est de face. Particularité des fouilles de la boulangerie, je n'y reviendrai pas, j'ai pas de slide pour vous le montrer, mais on a aussi trouvé des bouteilles de toute petite dimension qui sont probablement des bouteilles liées à des utilisations médicales, et donc il faut bien comprendre que les médicaments du 19e siècle contenaient des larges quantités d'alcool et voire éventuellement des opiacés, donc là on passe à un autre registre, mais s'il pouvait éventuellement créer des dépendances aussi et une consommation peut-être plus que raisonnable, tant chez le personnel de surveillance que chez les forçats eux-mêmes. Et le fait de les retrouver en fait à l'arrière de la boulangerie, c'est-à-dire très loin de l'infirmerie du camp ou très loin de l'hôpital du Marais, ça montre que ces substances en fait naviguent, elles sortent de leur périmètre naturel, que j'allais dire, et donc, eh bien quelque part, elles montrent leur soustraction frauduleuse souvent, ou peut-être par des condamnés, peut-être avec des condamnés pharmaciens, peut-être ou infirmiers, peut-être aussi avec la complicité de surveillants ou de médecins, et pour rentrer dans ce que j'appelle le circuit de la débrouille, et j'y reviendrai donc dans un instant. Alors on a aussi trouvé beaucoup de verres, voilà, vous voyez ces vieux dessins que j'ai fait il y a très longtemps maintenant, ça me fait très plaisir de retrouver ces vieux dessins. Et donc, tant à l'île Nou qu'à Terrain-Bas, on a des verres qui sont en verre tout à fait ordinaire, hein, le plus souvent du verre blanc, qui n'est pas du verre cristallin, qui n'est pas du verre ni du cristal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxyde de plomb qui est rajouté dedans, c'est pas un verre de grande qualité. Les gobelets sont des éléments assez robustes, hein. Les gobelets sont les verres sans pied, souvent avec des sections hexagonales, octogonales, etc., que vous pouvez le voir ici à gauche. Et puis il y a donc des verres à pied qui, eux, sont tous systématiquement en verre blanc, et leur piétement est surmonté donc d'un balustre simple, un peu comme les verres bistrot que vous pouvez avoir aujourd'hui, hein. C'est exactement le même type de verre, même si le procédé de fabrication est légèrement différent. Et la paraison des verres, c'est-à-dire en fait la paroi hein, de ces verres, donne à voir finalement en général des pans coupés ou des petites moulurations assez simples, et on retrouve en fait exactement les mêmes verres sur des catalogues de verres anciens qu'aujourd'hui on trouve par exemple sur eBay ou il y a des collectionneurs de verres anciens à absinthe, et donc on retrouve exactement la même typologie de verres. Ça montre bien que certains de ces verres au moins étaient dévolus à la consommation de l'absinthe.
Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, il s'agit de contextualiser ces données archéologiques et donc finalement quelle est au bagne les connaissances qu'on possède sur l'alcool. Alors, si ça stricto sensu, pour ce qui est de la réglementation, eh bien, c'est la ration du condamné qui est la ration qui est véritablement mesurée et qui est connue. Le personnel de surveillance, lui, il est relativement libre. Il agit finalement à sa guise en consommant chez lui, enfin en tout cas dans le domicile qui lui est affecté, même si après il peut éventuellement consommer sur les chantiers, dans des fioles ou des flasques, etc., qui sont dans ses poches. Et donc la ration réglementaire du condamné, c'est 23 centilitres de vin 4 fois par semaine. Alors, il y a 7 jours dans une semaine, donc il faut 3 autres jours. Et pendant ces 3 autres jours, eh bien là, il y a donc une alternance avec les condamnés touchent donc 6 centilitres de ce qu'on appelle le tafia. Le tafia, c'est un alcool blanc qui est issu de la fermentation et de la distillation de la mélasse. Et donc, du coup, c'est un rhum, en réalité, mais un rhum de seconde qualité, qui donc est allongé d'eau et donc consommé en alternance du vin les autres jours. Donc, le condamné touche en réalité chaque jour une quantité d'alcool pur qui est relativement équivalente finalement, parce que les 6 centilitres de tafia correspondent peu ou prou en titrage d'alcool aux 23 centilitres de vin, dépendant bien sûr du degré du vin ou du degré du rhum, mais enfin on arrive à peu près à la même quantité d'alcool pur, donc quelque part un peu le même niveau d'ivresse finalement, ou en tout cas le même niveau d'atteinte ou d'effet de l'alcool. Cette ration de 23 centilitres, elle s'appelle la gobette, et ça c'est important parce que ce nom provient du fait qu'il faut la boire d'un seul coup. Alors, c'est pas facile de boire 23 centilitres de vin rouge, en particulier de mauvais vin, d'un seul coup. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais déjà de boire un verre de bière d'une seule traite, ça demande une certaine habitude. Alors, 23 centilitres de vin rouge d'un seul coup, c'est l'équivalent d'un verre de bière de rouge, c'est pas facile. Donc, effectivement, cette gobette, elle est puisée directement dans une baille, elle est remplie directement au tonneau, et donc les autres bouteilles, celles qui proviennent des fouilles archéologiques, eh bien, c'est celles qui appartiennent à la surveillance. Nécessairement, à la base. Alors, elles peuvent être dérobées et intégrées à la débrouille, elles peuvent être encore achetées complaisamment, mais de manière illicite, grâce à l'argent de la débrouille par les forçats. Donc, ça aussi, ça interroge. Le personnel de surveillance, bien sûr, il est touché par la surconsommation alcoolique. On en a parlé tout à l'heure en introduction, puisque il fait partie des troupes militaires, c'est quelque chose de récurrent à l'époque. Alors il y a une enquête très précieuse, qui est l'enquête Perrin, menée en 1880-81 à la Chambre des députés, sur le régime disciplinaire du bagne de Nouvelle-Calédonie. Alors ça va permettre l'abandon des châtiments, des châtiments corporels au bagne, mais les relations entre le personnel de surveillance et les condamnés sont disséquées et on trouve énormément de témoignages qui donc rapportent l'ivrognerie des surveillants. Le chef du service judiciaire de la colonie insiste sur la nécessité de proscrire à tout prix les habitudes d'intempérance des surveillants. C'est écrit noir sur blanc. Il y a des rapports internes aussi, comme les remises de services de Jules Tell, etc. Il n'est pas rare donc de rencontrer le terme ivrognerie pour désigner les habitudes des condamnés. Et je citerai à titre d'exemple la déposition sous serment qui est faite pendant l'enquête Perrin à l'Assemblée nationale, enfin à l'époque ça s'appelle la Chambre des députés sous la Troisième République. Et cette déposition, elle est le fait de M. Dominique Soavi. M. Dominique Soavi est un surveillant militaire. Il a obtenu sa révocation du corps des surveillants militaires parce qu'il ne voulait plus être surveillant militaire, donc c'est quelqu'un qui a abandonné son poste et qui explique donc sous serment dans un comité qui est quand même constitué de Georges Perrin, de Georges Goblet, de tout un tas de députés, mais également parmi ces députés, il y a M. Georges Clémenceau, au passage, enfin, tout ça c'est assez sérieux, que tout se vend au bagne, non seulement les boissons que les condamnés se procurent trop facilement, et que les surveillants sont en général illettrés et adonnés à l'ivrognerie. C'est écrit noir sur blanc. Le forçat Alexis Trinquet, qui est un communard, mais condamné aux travaux forcés, dit aussi ceci: les surveillants sont presque toujours en état d'ivresse et la brutalité est leur principale qualité, etc., etc., etc. Et on a la connaissance des surveillants Ninéven, Gaillard, Gauthier, Charpia, Delien, Vazy, qui sont punis pour ivresse, justement donc dans la prison pour surveillants qui est construite au bout du camp. Même l'aumônier, le forestier, donc à l'île Nou, affirme en 1880 qu'on ne peut dire d'une façon générale que les surveillants se montrent violents, mais il constate qu'il y en a de très sévères et en même temps de très justes, dont les condamnés ne se plaignent jamais, mais que d'autres ont le défaut de se livrer à la boisson et que les condamnés ont souvent à s'en plaindre.
Alors au pénitencier des Paux, les condamnés sont très nombreux et rien ne peut s'accomplir sans eux. Ils sont partout, hein, ils sont des centaines, des milliers, ça dépend de la période. Et donc les surveillants, s'ils veulent consommer plus, s'ils veulent obtenir de l'alcool, eh bien ne peuvent pas le faire sans la complicité ou sans être vus par les condamnés. Et donc il faut acheter leur silence en partageant une partie du fruit du larcin. Et donc le transporter, Émile Giffot par exemple, qui dépose lui aussi sous serment à la Chambre des députés en 1880, déclare avoir assisté au vol de pièces de vin entières. Donc quand on dit une pièce de vin, il s'agit d'un tonneau de 225-228 litres. C'est la bordelaise dont parlait tout à l'heure Franck. Et donc c'est visiblement donc des accusations très lourdes. Et le chef des affaires judiciaires de la colonie en 1880 dit aussi donc tout se vend au bagne, hein, le tabac qu'on introduit dans les cellules, le vin et le tafia qu'on boit dans les camps, les renseignements et les nouvelles qu'on prend ou qu'on surprend dans les bureaux, les places qu'on fait donner à ceux qui les payent. Cela s'appelle faire du casquage, hein, d'où le terme faire casquer à quelqu'un ou faire casquer quelque chose. Donc ça c'est issu de l'argot du bagne, mais on voit bien que donc tout se vend, et en particulier le vin et le tafia. Alors l'alcool, cependant, on en a parlé un petit peu, des applications médicales tout à l'heure. C'est un mal, mais c'est aussi un remède. Et donc c'est un problème. Alors ça désinfecte l'eau, effectivement, hein, ça fait cuire l'eau, ça permet de se débarrasser d'un certain nombre de miasmes qui vivent dans l'eau croupie. Mais au-delà de ça, les médecins qui l'administrent, hein, et les transportés qui reçoivent la ration, eh bien, voient le vin comme un aliment qui est un aliment bénéfique. Et c'est vraiment un aliment par rapport à... c'est au-delà de juste un médicament. C'est un aliment qui est nécessaire de manière quotidienne. Et donc, les condamnés perçoivent la suppression de la gobette de vin ou de tafia comme une menace sur leur santé. Alors, Alphonse Imbert, qui est un forçat de la commune également, il écrit ceci: « La soupe n'est rien, ce qui nourrit le forçat, c'est le vin ». Il écrit aussi un peu plus loin dans son témoignage: « Il ne faut pas oublier en effet que le vin joue le principal rôle dans l'alimentation du forçat et que diminué de cet indispensable complément, la ration de 24 heures se réduit à une maigre soupe. » Donc les avantages réellement positifs de l'alcool, et notamment son caractère un peu euphorisant, aussi son caractère aussi antidépresseur, hein, finalement, sont perçus à l'époque empiriquement, puisque la définition de la dépression est quelque chose qui n'existe pas. Le terme même dépression n'existe pas au XIXe siècle. Ça fait partie d'une grosse famille qui est la mélancolie, dans laquelle on met l'anxiété, dans laquelle on met la nostalgie, dans laquelle on met la tristesse, dans laquelle on met aussi bien sûr ce qui sera la dépression. Les antidépresseurs ne seront inventés qu'à partir des années 50, mais on sait depuis longtemps que l'alcool permet une certaine euphorie. C'est d'ailleurs pour ça que les dépressifs consomment de l'alcool. Et donc Simon Mayer, par exemple, Forçat, nous dit quelque chose dans lequel on perçoit ce témoignage, c'est: on est triste, malade de cœur, malade d'esprit, une gorgée de vin vous remet l'estomac et vous donne un peu de gaieté. De là nos colères quand on nous dérobait notre ration de vin. Simon Mayer est également un forçat de la commune. Il sera ensuite, sa peine sera transformée en la déportation à l'enceinte fortifiée, et il témoigne de ça en rentrant en France dans un ouvrage qui s'appelle Souvenirs de déportés, étape d'un forçat politique. Alors, bon, ça c'était pour le cadre, et l'objet en fait de cette présentation, c'est surtout pour vous faire la lecture d'un texte que je trouve extraordinaire sur l'alcool et l'alcoolisme en particulier au bagne. C'est un dimanche d'ivresse à l'Île-Nou en 1872. C'est le témoignage du forçat Alphonse Imbert, ici, matricule 3722. Imbert est un journaliste et homme de lettres de la Commune de Paris. Il va être condamné, il va être amnistié en 1879. Il livre un récit immense, fleuve, que Michel Soulard et moi sommes en train de publier. Et donc, en avant-première de ce récit, je vous livre donc ce texte qui est un peu long, mais je vais le laisser de le lire le plus vite possible pour essayer de terminer dans les temps. Alors voilà ce qu'Imbert écrit. Donc à la fin de l'année 1872, il dresse donc en premier lieu le tableau du camp central, là où se trouvent les cases communes. À 4 heures de l'après-midi, un dimanche. À 4 heures, l'aspect des pelotons est devenu plus repoussant encore que le matin. La fourmilière galérienne tout entière semble prise de folie. Elle achève dans une démoniaque orgie ses saturnales hebdomadaires. Tout à l'heure, à l'appel sur le boulevard, déjà bien des hommes ont manqué. Ils ronflaient la tête à l'ombre, au coin de quelques cases, ou vautraient sur l'herbe du fossé qui longe l'atelier de la cordonnerie. Maintenant, la moitié du pénitencier est ivre. Le long d'une barre de hamac, un forçat a dressé une planchette horizontale sur laquelle s'entassent des quarts de fer blanc noircis par le long usage, le contact des mains crasseuses et des liquides. Auprès de lui, à ses pieds, le bidon de bois affectant la forme d'un cône tronqué et dont l'orifice est imparfaitement clos par une loque de toile sale, humectée des vapeurs qui s'élèvent d'un liquide bouillant. C'est le marchand de thé. On fait cercle autour de lui, la boutique est achalandée, les buveurs sont contents et leur soif est inextinguible.
À chaque instant, les cars vidés se remplissent, tout un personnel d'employés se multiplie pour satisfaire l'exigeante clientèle, et tandis que le patron surveille ses garçons, encaisse la recette ou marque sur une ardoise les crédits qu'il accorde, le cœur des ivrognes hurle et s'égosille sans qu'ils s'en émeuvent. Pourtant, ce n'est pas l'aristocratique et insipide tisane familière au salon bourgeois qui allume de telles flammes dans les yeux et incendie tous ces gosiers qui râlent des chansons ou des menaces à travers les hoquets de l'ivresse. Non, c'est l'eau de vie, ou plutôt le poison de la colonie et du bagne, le tafia. C'est le débit au quart, 23 centilitres, en 2 verres, c'est la ration ordinaire. Le litre est là, caché dans un bidon vide, où le patron le porte sur lui, enfilé dans sa ceinture, sous sa vareuse. En 4 coups, il est vide. Heureusement, il y en a d'autres, dissimulés dans le hamac roulé. Le marchand de tafia achète sa marchandise par caisse de 25 litres. Ainsi, jusqu'au coup de tambour annonçant la rentrée, on boit, on fait tapage, on se bat. À 7 heures, les cases sont fermées, un peu après, c'est l'appel. Le surveillant compte les hommes en même temps que l'écrivain les nomme. Devant les hamacs, il y a bien des places vides. Ceux qui devraient les occuper sont au bloc. Les prisons regorgent. Toute la journée, correcteurs et surveillants y ont traîné par le collet ou poussé à coups de pied les tapageurs qu'ils ont pu saisir. Et ce n'est pas fini. L'appel fait et rendu, les condamnés couchés, les portes closes, le tapage continuera dans les cases. Jusqu'à minuit, plus tard peut-être, il y aura des ivrognes hurlants, des fantômes avinés s'agitant en chemise ou luttant nus dans la lueur sale des fanaux enfumés. Et les clés grinceront dans les épaisses serrures, les grilles crieront en tournant sur leurs gonds. Des hommes tombant à chaque pas, poussés à coups de pied hors des cases par des surveillants furieux, iront grossir sur le lit de camp ou sur la dalle empuantie de la prison, le tas des soulards endormis. Alors bon, c'est un constat bien sûr édifiant par un forçat lui-même, hein, mais Humbert revient ensuite sur les événements dont il a été témoin plus tôt dans la journée, apparemment en milieu de journée, vers midi. Un accident arrivé au hamac d'un jeune homme, m'ayant obligé à faire une démarche au bureau de l'habillement, je fus reçu par les écrivains du service, c'est-à-dire les forçats écrivains, ceux qui gèrent les bureaux, hein, qui remplissent des registres. Dans une pièce carrée aux murs nus, meublée seulement d'une demi-douzaine de chaises de paille et de 3 tables à écrire qu'on avait pour la circonstance débarrassées de leur matériel de plumes et d'encriers, rapprochées et couvertes de mets variés et pour la plupart de haut goût que je voyais fumer en de vastes plats de faïence luisante au-dessus des appétissantes blancheurs de la nappe. On festinait joyeusement, le vin circulait avec une abondance dont les effets se lisaient en caractère déjà très visible sur les visages des convives. Il y avait une plénitude de bien-être accusée dans la largeur des rires, le demi-débraillé des costumes et l'expansif abandon des attitudes. Avec cela, un fugitif éclair d'ivresse commençante sur tous les yeux et un flonflon sur toutes les lèvres. Tous ces forçats en bombant semblaient d'ailleurs appartenir à un autre monde que ceux des cases. Visage doux, assez honnête, façon bourgeoise, cheveux et ongles soignés, linge très blanc, vareuse fort, proprement rapassée, visiblement partout, un relatif instinct d'élégance greffé sur un absolu parti pris de se distinguer de la masse des pauvres airs. Ça, c'est pour les forçats, qui sont donc écrivains. Cette ripaille parmi les forçats écrivains, qui sont donc d'un statut tout différent de celui des autres condamnés, existe d'après Humbert au vu et au su du personnel de surveillance. Il se rend au bureau du chef de camp, qui est situé à proximité immédiate de la cantine, qui est une sorte d'épicerie très officielle à laquelle les condamnés ont accès. Et voilà comment il décrit, là la cantine c'est le dernier extrait, hein, promis. Ce pavillon était complété par une maison au volet vert et par un petit jardinet qui s'étendait à gauche. On distinguait à l'entrée, sous une tonnelle de latte peinte chargée de feuilles et entre les croisées desquelles pendaient de longs fruits d'un vert pâle, probablement des barbadines, une table chargée de verres et de bouteilles, autour de laquelle les surveillants, la pipe aux lèvres, péroraient frappant du poing. Mais la porte du pavillon était hermétiquement close, un guichet assez large, pratiqué à 1 mètre du sol, permettait de communiquer de l'intérieur avec le dehors. C'est par là que les condamnés s'approvisionnaient de tous les objets dont le débit était autorisé. La liste, affichée au seuil de l'établissement, y était courte: tabac, allumettes, pipe, papier à cigarette et à écrire, fromage, cassonade. Mais aucun liquide, bien entendu, n'y figurait. Comme je passais, un condamné qu'à sa tenue coquette je n'hésitais pas à reconnaître pour un écrivain stationnait devant le guichet accompagné d'un surveillant. Ce dernier passa la tête et sembla parlementer. Un instant après apparut un visage de femme, puis un litre, puis un second litre. Le condamné les glissa successivement dans sa ceinture, sous sa vareuse, et s'éloigna. Pendant ce temps, le surveillant avait remis à la femme un carnet que celle-ci lui rendit après y avoir inscrit quelque chose. Je savais maintenant comment certains condamnés privilégiés éludaient les prohibitions administratives. C'était bien vainement que la direction, dans le but de rendre impossible les délivrances de vin ou d'alcool aux condamnés, avait imposé aux cantiniers l'obligation de justifier, au moyen d'une comptabilité contrôlée par des carnets personnels régulièrement tenus, de la vente dans des conditions licites de tous les liquides introduits au pénitencier, puisque bien des surveillants, qui ne faisaient pas eux-mêmes sous le manteau commerce de boissons, favorisaient par complaisance ou moyennant salaire les ventes irrégulières en les faisant inscrire à leur compte. Il y avait encore d'autres forçats, les uns dans la maison, les autres venus des bureaux voisins. Tous étaient à demi ivres. Je n'en étais plus à m'étonner pour quelques flacons vidés, mais ce que je vis cette fois dépassait tout ce que je pouvais prévoir.
Là, on ne craignait pas de manquer de vin. Il y avait une pièce, donc un tonneau, installé sur 2 morceaux de bois et à peine dissimulé sous une toile, débris sans doute de quelques voiles hors d'usage. On tirait le vin au robinet. À chaque instant, entrait par le côté des condamnés des cases qui, ouvrant leurs courtes blouses, tiraient de leur ceinture des litres vides. Un des écrivains les prenait et les remplissait au tonneau. Les autres, après s'être rechargés, payaient et s'en allaient. C'était clair. Je venais de découvrir l'entrepôt central de boissons prohibées. Le bureau du chef approvisionnait le camp. Donc je crois que là, le témoignage est assez clair, assez limpide. En réalité, alors pour l'ouvrage, j'ai le chapitre, en fait, l'ensemble des dépositions de l'enquête Perrin corroborent ce témoignage. Il y a énormément de notes de bas de page dont je vous ferai l'économie de la lecture, mais ce témoignage résume en fait tout la modalité des trafics autour de l'alcool du bagne. Alors je vais conclure très rapidement. Présenté ainsi, bien sûr, donc l'alcool au bagne de Nouvelle-Calédonie apparaît comme un terrible fléau. Hein. Les découvertes archéologiques, quelque part, elles confirment donc les écrits des forçats et les documents officiels qui font le constat édifiant de cet alcoolisme qui est généralisé et à tout le moins toléré. Le ministère, l'administration pénitentiaire dans ses hautes sphères ferme les yeux finalement tant sur l'ivresse des surveillants que sur la débrouille des condamnés qui déploient des trésors d'ingéniosité pour exploiter les failles d'un système qui lui est pensé comme strict et coercitif mais qui en fait s'avère dans son application parce qu'elle est nécessairement humaine et finalement d'une grande complaisance et d'un grand opportunisme. Et donc de fait, l'alcoolisme est au bagne quasi institutionnalisé, hein, avec des vols constants dont la victime est bien l'administration, celle-là même qui accepte sans broncher la disparition des pièces de vin ou des caisses de tafia. L'éloignement de la métropole et des autorités suprêmes du ministère, l'éclatement des sites de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie, les délégations de responsabilité aux surveillants et un personnel de surveillance finalement peu nombreux forment autant de raisons qui entraînent donc toutes ces nombreuses dérives. Il convient tout de même de tempérer ce constat très grave. Je vais finir sur un constat un peu d'espoir. En effet, tous les surveillants militaires ne furent pas alcooliques. Les forçats qui ont écrit le récit de leurs années au bagne généralisent parfois lorsqu'ils fournissent une analyse d'ensemble, mais en fait, une lecture attentive de leurs témoignages permet de relativiser l'intempérance des gardes-chiournes. Certains surveillants ont été sobres, humains, justes, etc. Ils ont été reconnus pour tels et même, dans de rares cas, estimés par les forçats eux-mêmes. De la même manière, on pourrait les nommer, hein, c'est sûr, on pourrait peut-être les compter sur la doigt d'une main, mais en tout cas ça existe. De la même manière, tous les forçats ne s'abîmèrent pas dans l'alcool non plus. Parmi les libérés concessionnaires, nombreux sont ceux qui ont réussi la vie souhaitée d'une réhabilitation par la paysannerie dont je parlais tout à l'heure, avec en plus une sobriété qui s'est finalement imposée d'elle-même par la misère de la condition, qui est justement cette condition paysanne, une fois libérée, où l'alcool est rare. Certains forçats, qui sont même consommateurs au moment du bagne, comme Humbert, posaient déjà au bagne un regard critique sur l'alcool présent. Alors Humbert, vous l'avez entendu tout à l'heure, il décrit le tafia comme le poison du bagne, et un quart de siècle plus tard, Marius Julien, dont Gwenaël et Eddy et moi avons republié les œuvres, associe systématiquement dans ses poèmes l'absinthe au fiel, et donc à un poison. Ce qu'il importe donc du coup de retenir quelque part, malgré tout, eh bien, c'est que si la consommation, attention, laisse des traces archéologiques, si l'ébriété au bagne a pu avoir des conséquences fâcheuses, des conséquences terribles dont la dénonciation a pu être nécessaire et récurrente, eh bien la sobriété, quant à elle, eh bien elle est beaucoup plus complexe à identifier parce que la sobriété est moins encline à laisser sa marque. On ne voit que ce qu'on consomme et les traces archéologiques qui nous restent. Mais tous ceux qui ne boivent pas ne laissent pas de traces. Hein. Donc il ne faut pas l'oublier. Et donc en filigrane de cet alcoolisme fréquent, eh bien, il ne faut pas oublier l'existence, même relative, d'une tempérance réelle ou d'une sobriété réelle et qui est perceptible au moins dans le mépris que les auteurs, surtout chez les forçats, ont utilisé pour justement décrire l'ivresse des autres. Voilà, je vous remercie.